Donc grand C, les résistances. Alors il faut différencier différentes phases. D'abord les groupuscules isolés qui se sont manifestés. Effectivement, les motivations qui poussent les gens à résister sont diverses et changeantes d'un individu à l'autre. La première motivation est le sentiment nationaliste, suivi de la volonté de lutter contre le fascisme. La majorité des résistants sont issus des milieux de gauche, mais on trouve aussi des personnes venues de la droite, voire d'extrême droite. Car leur nationalisme exacerbé et leur germanophobie liée à la mémoire des deux précédents conflits l'emportent sur les sympathies éventuelles qu'ils pouvaient avoir pour les théories fascistes ou nazies. Il existe également des motivations plus personnelles qui poussent surtout les jeunes vers la résistance, échapper au STO, le désir d'aventure, le goût du risque ont pu être des motivations aussi puissantes que le nationalisme ou l'engagement communiste. Mais au-delà de ces motifs politiques, idéologiques ou existentiels, il existe des motivations très prosaïques liées aux frustrations et aux sentiments d'injustice engendrés par l'occupation. Le risque d'un tel engagement est bien réel, puisque dans les pays occupés, les résistants sont considérés comme des terroristes ou des francs-tireurs, c'est-à-dire à peu près la même chose. Le code militaire allemand, effectivement, ne prévoit pas de jugement pour de tels actes. Ainsi, s'ils sont capturés, sont-ils le plus souvent fusillés ou au mieux déportés dans des camps de concentration. D'un point de vue quantitatif, il faut rompre avec la mystique d'un peuple en armes diffusée par les gaullistes au lendemain du conflit. On estime que les faits de résistance en France n'ont concerné que 1 à 1,5% de la population. Et pourtant, cette résistance est très divisée, du fait des origines sociales, politiques et professionnelles de ses membres. On devait en effet plutôt parler non pas d'une résistance, mais des résistances françaises. Premièrement, on distingue deux ensembles, une résistance extérieure et une résistance intérieure. Pour la résistance intérieure, les débuts de la résistance sont à placer. Pour la résistance extérieure, elle commence le 18 juin 1940 par l'appel lancé par le général de Gaulle sur la radio anglaise, la BBC, qui invite militaires et spécialistes de l'armement à venir à Londres pour poursuivre la lutte. Cet appel marque la naissance de la France libre. En juillet 1940, la France libre, ce sont seulement 7000 hommes environ, autour du général de Gaulle à Londres, et à peine plus de 22 000 en décembre. Peu de colonies se rallient à la bannière de Gaulle. Seul l'AEF, Tahiti et la Nouvelle-Calédonie. Seul l'AEF, Tahiti et la Nouvelle-Calédonie se rallient à la bannière de Gaulle. Le reste de l'Empire français reste fidèle à Vichy. Pour ajouter à la faiblesse de Gaulle, la France libre n'est pas reconnue par les Alliés comme un gouvernement en exil. Et la France libre n'a pas de lien, pas de contact avec les premiers mouvements de résistance en France. En parallèle, les services secrets britanniques commencent à déployer des réseaux SOE de renseignement militaire sur le continent. La résistance intérieure commence à se manifester par des actes isolés dès juillet 1940. Distribution de tracts, inscription sur les murs. En zone sud, l'absence des Allemands facilite la formation spontanée, parfois désordonnée, de groupes et de réseaux comme Combat ou Francs-Tireurs. En zone nord, la situation est plus difficile pour les résistants car ils doivent mieux s'organiser en réseau clandestin s'ils veulent échapper à la Gestapo, la police politique allemande. Les premiers groupes sont Libération Nord, ceux de la résistance. Seul le Front National, groupe de résistants communistes, rien à voir avec le mouvement politique que vous connaissez actuellement, qui a usurpé ce nom lors de sa fondation en 1972, malgré les plaintes des résistants communistes. Donc seul le Front National, fondé en mai 1941, mais surtout actif à partir de juillet 1941, est présent en zone sud et en zone nord. Donc de nombreux communistes s'étaient engagés à titre individuel dans la résistance dès l'été 1940, mais la CGT et le Parti communiste basculent en tant que parti et que syndicat dans l'action résistance avec l'invasion de l'URSS par les troupes nazies le 22 juin 1941. Le problème de tous ces mouvements de résistance jusqu'à la fin de l'année 1941, c'est leur division et leur concurrence. Ils sont faiblement implantés dans les régions et globalement mal organisés.
Ce triste constat conduit le général de Gaulle à vouloir reprendre la main sur la résistance intérieure afin de mieux les structurer, certes, mais surtout pour éviter le contrôle par le groupe majoritaire de la résistance, à savoir les communistes. Depuis le 22 juin 1941, c'est l'ensemble du parti qui est officiellement rentré en résistance. Or, ce groupe est bien structuré et a l'habitude du combat clandestin. Cette emprise que l'homme de Londres tente d'établir sur les mouvements de résistance française doit aussi lui permettre de légitimer sa personne auprès des Alliés. Donc voilà qu'il y a un jeu politique intérieur et extérieur pour De Gaulle et la nécessité de reprendre le contrôle sur un mouvement qui est dominé par les communistes. L'organisation et l'unification de la résistance française sont pour l'essentiel l'œuvre de Jean Moulin, ancien préfet, rallié à la France libre et envoyé par De Gaulle en France en janvier 1942. L'organisation et l'unification de la résistance française sont pour l'essentiel l'œuvre de Jean Moulin, ancien préfet, rallié à la France libre et envoyé par De Gaulle en France en janvier 1942. Jean Moulin assure dès juillet 1942 le lien entre la France libre et la résistance intérieure. Il unifie progressivement les résistants du sud de la France en créant le MUR, Mouvement unifié de la résistance, en janvier 1943. Le 27 mai 1943, il réunit sous l'autorité de Gaulle l'ensemble des mouvements de résistance au sein du CNR, le Conseil national de la résistance. Le 27 mai 1943, il réussit à unifier l'ensemble des mouvements de résistance sous l'étiquette CNR, Conseil national de la résistance, qui reconnaît officiellement la tutelle, qui reconnaît officiellement la présidence du général de Gaulle. Mais Jean Moulin est arrêté un mois plus tard, le 21 janvier 1943, il est arrêté et torturé par les... Mais Jean Moulin est arrêté le 21 juin 1943, il est torturé par la Gestapo et il décède lors de son transfert en Allemagne. Depuis mai 1943, De Gaulle est en Algérie, qui a été reconquise par les Alliés et les forces françaises libres. Le 3 juin 1943, il devient le chef du comité français de libération nationale, mais il partage ce poste avec le général Giraud, favori des Américains, qu'il réussira à éliminer progressivement de la scène politique. De Gaulle réussit finalement à s'imposer à la tête de la résistance française et reconnu par les mouvements communistes en échange de livraison d'armes. Le printemps 1944 marque une accélération des parachutages anglais qui permettent d'équiper la résistance d'armes et de moyens de communication solides. Leur partage ne se fait pas sans tension ni difficulté. L'usage de ces équipements fait aussi l'objet de deux approches différentes. Les communistes sont adeptes de l'action immédiate ou action directe. De petits groupes de 3 à 9 personnes mènent des attentats et des sabotages pour déstabiliser l'occupant et disperser ses forces sur les points non stratégiques, favorisant ainsi les intérêts des Alliés. C'est la stratégie de guérilla. Les gaullistes pensent plutôt constituer des maquis constitués de dizaines, voire de centaines de combattants, puissamment armés et bien encadrés, afin d'aider les Alliés lors des phases de débarquement. À partir du débarquement, la stratégie du FFI gagne en cohérence et en efficacité, les sabotages se multiplient, les accrochages ralentissent, voire stoppent les mouvements des troupes allemandes, favorisant ainsi la rapide progression des Alliés. Ils servent d'éclaireurs. Finalement, c'est la stratégie communiste qui semble la plus payante. Les gros maquis mobilisateurs sont détruits les uns après les autres, notamment le maquis du Vercors, détruit par les troupes allemandes en juin 1944. Lors de la phase de libération, les résistants ont 3 rôles importants. D'abord, ils servent d'éclaireurs pour renseigner les troupes alliées sur le dispositif de défense allemande. Ils permettent de libérer les villes, délestant ainsi les troupes anglo-américaines de la libération des territoires urbains, toujours complexes pour celui qui attaque. Enfin, les résistants jouent un dernier rôle important, ils nettoient les poches de résistance à l'arrière du front, ce qui permet aux Alliés d'avancer beaucoup plus vite. Le général Patton dira que la résistance française a joué le rôle de division militaire. La résistance française extérieure libère le sud de la France grâce au débarquement du 15 août 1944. Progressivement, les troupes de la résistance sont désarmées par le gouvernement devenu illégal du général de Gaulle. La plupart des troupes sont incorporées dans l'armée officielle. Sont incorporées dans une armée française renouvelée